Bonjour, nous sommes actuellement en compagnie de Maître Vergès. Bonjour. Bonjour. Nous sommes venus à votre rencontre suite à votre spectacle 7 jours, 7 vies. Voilà, donc nous avons préparé une interview 7 questions. Première question, Maître Vergès, vous incarnez actuellement votre propre rôle dans le spectacle 7 jours, 7 vies au théâtre Rive Gauche à Paris. Pouvez-vous nous expliquer la genèse de cette pièce ? Un jour, j'ai reçu la visite de M. Franck, le directeur du théâtre de la Madeleine, qui m'a dit « J'ai vu un film qui vous est consacré. Je trouve que vous avez de la présence et que ce que vous dites est intéressant. Monsieur le théâtre est en train d'évoluer en ce moment. Nous voyons par exemple M. Lucchini qui entretient le public pendant 1h30 sur un texte de Céline. Je vous demande d'entretenir le public pendant 1h30 sur un texte de vous. J'ai préparé un texte qui s'appelle Serial Plaider, c'est sur la passion de l'avocat de défendre, qui a plu, et dans la lancée de cela, j'ai fait un deuxième texte, c'est celui dont vous parlez, où j'évoque également mes autres passions, mes autres engagements, mais où la défense est présente dans chacun des chapitres. Voilà. Comment expliquez-vous le décalage entre ce que j'appellerais votre profond humanisme, qui transparaît au travers de votre histoire, vos engagements, vos erreurs parfois, et surtout votre manière d'en parler, d'une part, et la perception qu'ont de vous une partie importante du grand public, qui vous assimile à ceux que vous défendez, et qui ne comprennent pas pourquoi vous avez défendu ce qu'ils considèrent comme des monstres? Je crois que cette diabolisation dans le grand public est moins grande que vous semblez le suggérer. Et c'est le résultat de l'attitude de certains journalistes. Les journalistes certains journalistes schématisent la vie, et du moment que vous avez défendu un escroc, c'est que vous êtes un escroc. Du moment que vous avez défendu un type d'extrême droite, vous êtes un type d'extrême droite. Si vous avez défendu un type d'extrême gauche, vous êtes un type d'extrême gauche. C'est une vision parfaitement inexacte du métier d'avocat. Un avocat doit défendre tout le monde. C'est ce que disait Alberno, les défendre tous. Et Alberno, qui est un avocat connu du barreau de Paris, a été un grand résistant. Il était l'avocat de Pierre Laval. Il n'approuvait pas ce qu'avait fait Pierre Laval, mais il était son avocat tout de même. Et je vous dirais que pendant la guerre d'Algérie, j'ai défendu les révolutionnaires algériens, et que le général de Gaulle, à qui j'avais envoyé ma plaidoirie dans le procès des poseurs de bombes, m'a assuré son fidèle souvenir dans une lettre, et m'a dit que ma sincérité ne pouvait laisser personne indifférent. Donc, entre les gens avertis, les gens objectifs, les gens sérieux, il n'y a pas de problème. Certains journalistes aboient comme et ils mélangent tout, parce que c'est plus facile. Votre engagement vient de loin. Qu'a changé pour vous la guerre d'indépendance d'Algérie, et notamment votre confrontation à ce moment-là, à l'horreur et à la torture en particulier? La guerre d'Algérie a accentué ma vision du monde, mais elle n'a pas changé. Je dis dans ce texte que vous avez entendu au théâtre de la Rive Gauche, j'ai rejoint De Gaulle parce que j'ai une idée idéale de la France. Pour moi, comme pour Gabriele D'Annunzio, sans la France, le monde serait seul. Mais, ceci étant, je ne confonds pas la France avec le système colonial. Et moi-même, né d'un père de l'île de la Réunion et d'une mère vietnamienne, mon père, consul de France en Thaïlande, chassé du consulat à cause de ce mariage, j'ai toujours eu un jugement négatif sur la colonisation. Et la guerre d'Algérie m'a confirmé dans ce jugement négatif quand j'ai vu comment on se comportait sur place. La torture, les ratonnades, etc. Et donc ça a approfondi ma vision du monde, mais ne l'a pas créé. Vous avez répondu à l'appel du général de Gaulle à 17 ans, vous avez monté le journal Révolution à 38 ans. Au-delà des simples indignations actuellement à la mode, quels engagements concrets pourriez-vous conseiller ou prendriez-vous si vous aviez 17 ans aujourd'hui? Si j'avais 17 ans aujourd'hui... Écoutez, il m'est difficile, en fait, c'est pas si j'avais 17 ans aujourd'hui, vous me demandez aujourd'hui de donner des conseils aux jeunes gens de 17 ans. J'ai pas cette prétention.
Les circonstances ont complètement changé. La France n'est pas occupée, il n'y a pas le général de Gaulle. Donc je ne peux pas me mettre immédiatement comme ça pour vous répondre dans la peau d'un jeune de 17 ans. Pour le faire, il faudrait un culot que je n'ai pas encore. On va parler maintenant des accords d'Évian. Cette année a eu lieu le 70e anniversaire des accords d'Évian. Certains ont qualifié le sort que la France a fait subir aux Harkis et aux Pieds Noirs de crime contre l'humanité. Comment réagissez-vous à ces accusations? Écoutez, certains parlent des crimes contre les Harkis. La France n'a pas tué des Harkis. Elle les a mal reçus. Bon. Par contre, en face, on va parler des ratonnades, plutôt des massacres au Mont de Sétif, en 1945. Donc, je ne vais pas entrer dans cette querelle-là aujourd'hui de massacres qu'on s'envoie à la figure. Pour moi, ce qui est positif avec Évian, c'est qu'on a un gouvernement en France responsable, celui du général de Gaulle, qui a compris qu'on ne pouvait pas aller contre la volonté d'un peuple pour lui imposer quelque chose qu'il ne voulait pas, et qui donc a accepté l'indépendance de l'Algérie. Il s'est comporté là d'une manière différente des gouvernements de la 4e République, qui en Indochine, alors que la défaite était certaine, depuis Kaobang, n'ont pas eu le courage de dire on se retire. On tire les conclusions de la situation. Et on a attendu la honte, la défaite de Dien Bien Phu. On va parler maintenant d'actualité, avec notamment donc la Syrie et la déclaration récente de François Hollande, qui explique que dans le cadre d'une résolution votée à l'ONU, il engagerait les forces françaises dans une intervention armée en Syrie. Écoutez, c'est une vérité de la palisse. S'il y a une résolution ça commence par avoir un si. C'est ce qu'on dit, si Paris était tout petit, on pourrait le faire tenir dans une bouteille. S'il y a une résolution de l'ONU, c'est que tout le monde est d'accord. Et notamment la Chine et la Russie. Bon. Et elle engage tout le monde. Bon. Le seul problème, c'est de savoir si tout le monde est d'accord. Moi, je peux dire, si demain je gagne à la loterie, je fais un cadeau à une association de bienfaisance. Mais j'ai pas gagné à la loterie. Et que pensez-vous de la situation en Syrie actuellement, par rapport aux médias qui en donnent une lecture? Je vis des gens écoutez, je vis en ce moment en France et je vis l'expérience de la guerre de Libye. En Libye, un jour on a reçu à Paris comme un grand chef d'État ami, M. Kadhafi. On est là aux hôtels de rester sa tante à Paris. On a négocié avec lui toutes sortes de contrats, y compris nucléaires. Et puis, quelques mois après, on a dit c'est un tyran qu'il faut foutre en l'air. Et on a dit, et c'est facile, il suffit de montrer les dents, ça sera la débandade. On a montré les dents. Aujourd'hui, la Libye, il n'y a plus d'État. On a dit on va installer la démocratie, il n'y a plus d'État. On a tué le chef de l'État Kadhafi, ça arrive dans les guerres, mais on l'a sodomisé en plus. On a exposé son cadavre dans une boucherie. Bon, c'est une drôle de démocratie. C'était un État laïque, on a institué la charia obligatoire. Et on déterre les morts de la 8e armée anglaise qui avait combattu les Allemands, parce qu'ils souillent les terres d'islam. Bon. Donc, là-dessus, ces entreprises, ça me semble toujours folles. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'à ce moment-là, on a fait cette opération sans d'abord calculer les éléments du problème et sans calculer les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est des milliers, parce que la Libye était surarmée, c'est des milliers de missiles qui circulent dans tout le Sahel, avec le premier résultat, le Mali qui est complètement déstabilisé. Et le Mali est déstabilisé, mais les autres pays proches sont également menacés. Et donc, les Américains sont intervenus au Proche-Orient. M. Bush avait dit, nous allons remodeler le Proche-Orient. Nous avions un gouvernement laïque en Irak. Aujourd'hui, on a un gouvernement chiite.
on est intervenu en Afghanistan. Le gouvernement taliban ne nous plaisait pas, c'est pas comme ça qu'on doit diriger un État. Aujourd'hui, nous avons la guerre civile, et les talibans reviennent. Bon. Ici, on a voulu installer la démocratie en Libye, c'est l'anarchie qu'on a installée. Et l'anarchie qu'on a répandue dans toute la région. Donc, quand les gens sont prudents sur la Syrie, je ne peux qu'approuver cette prudence. D'abord, je pense que c'est l'attitude du général de Gaulle. C'est au peuple de régler leurs problèmes. C'est pas aux étrangers de venir régler un problème chez eux. Dernière question donc, concernant justement le Mali. Donc on a vu à la fois des armes et des missiles et des combattants arriver de Libye au Mali. Alors c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'il y avait des combattants maliens dans l'armée libyenne. Et donc ils font le chemin retour maintenant, mais avec notamment des armes. Ils sont passés par le Niger. Cela fait suite à un coup d'État, un putsch militaire au Mali. C'est vrai que la situation au Mali est très compliquée. Est-ce que vous pourriez expliquer votre compréhension de la situation ? Non, je ne vais pas me substituer aux Maliens. Il y a une tentative, il y a un défaut en France. C'est, on juge de la situation dans tous les pays du monde. On dit les Maliens devraient faire ça, les Vietnamiens devraient faire ça. Bon, je n'ai pas cette prétention. Le seul problème, c'est, je dis, il y avait des troupes africaines en Libye. Il y a des tirailleurs africains dans l'armée française aussi. L'autre jour, il y a l'affaire Mera. On l'accuse d'avoir tué 3 soldats français, 3 partis d'origine maghrébine. Donc, et par contre, ces Africains qui étaient en Libye ont été l'objet de massacres racistes, des prétendus démocrates qu'on voulait installer. Donc, à mon avis, il ne faut pas essayer de surestimer notre rôle et notre orgueil par rapport aux autres. On doit défendre notre indépendance. C'est capital, mais les autres, laisser les autres débrouiller leurs affaires eux-mêmes. Petite question subsidiaire. On est en pleine élection présidentielle et toutes les questions de politique étrangère que vous avez abordées, on les a pas du tout entendues dans la campagne. Et donc, quel est votre sentiment par rapport au fait que les questions de politique étrangère soient complètement occultées dans la campagne présidentielle ? Moi, je crois que effectivement, les questions de politique étrangère ont été complètement occultées. Mais ça s'explique assez facilement à mon sens. C'est que nous vivons une période extrêmement difficile. Financièrement, il y a une faillite. Il y a une faillite de tout le système monétaire et financier en Occident que personne n'a réussi à analyser. Et on se contente de procéder de médication à la petite semaine. Vous savez, c'est comme un enfant est malade, il pleure, on appelle le médecin, on lui donne du Terralène, ça l'endort, ça ne le guérit pas. Et ici, une banque va déposer son bilan, on donne de l'argent à la banque, l'argent que je paye avec mes impôts. Et donc, le problème c'est, dans les écoles, on vit il y a des écoles où il y a 60 élèves, bon, c'est une crise du système de l'éducation. Dans la police, on dégage également. On menace les petits cahiers de sanctions et on n'a pas les moyens de le faire. Donc partout, il y a une crise. Et c'est cette crise qui interpelle les Français. Or, cette crise, de toute évidence, cette crise pose le problème de la politique étrangère aussi, par rapport à l'Europe. Donc le problème de la politique étrangère n'est pas complètement absent du problème. Il est sous-jacent, mais il est présent. Par rapport à un possible conflit avec l'Iran, François Hollande et Nicolas Sarkozy, vous pensez qu'un des deux candidats suivra Israël dans une campagne de bombardement ? Moi je vois que si Israël, d'abord je ne suis pas sûr que Israël le fasse, si Israël attaque l'Iran et qu'on suit Israël, je pense que c'est un acte de folie. Déjà, M. Bush a semé l'anarchie dans tout jusqu'au Pakistan, qui a l'arme atomique. Bon. Et alors si on attaque en plus l'Iran, c'est pas l'Irak, l'Iran est 3 fois plus peuplé.
avec une population beaucoup plus unie, et fière d'un passé qui est d'un passé de civilisation qui est antérieur à celui de l'Europe. Bon. Et donc, à mon avis, ce serait une folie, mais je ne peux pas vous dire, je ne suis pas prophète, hein, je ne peux pas vous dire si ça va avoir lieu ou pas. Les dirigeants israéliens m'ont pas fait de confidence. Voilà. Merci beaucoup, maître. Ok.